c'est une exaltation de protection. Il faut comprendre pourquoi. C'est le fondement de l'exaltation. Il faut ensuite vérifier comment se traduit cette exaltation. Ce sont les diverses mesures qui protègent le salarié dans le code du travail et au-delà. D'abord, le fondement de l'exaltation protectrice du droit du travail. Il faut commencer par rappeler que le droit du travail est composé essentiellement de normes d'ordre public. Ordre public classique, absolu, celui qui est prévu par le COCC, nul ne peut par des conventions particulières porter atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs, mais aussi ordre public contemporain, l'ordre public de direction, ordre public de protection. Mais la partie protection du salarié, c'est pourquoi on dit principe de faveur, ordre public in melius, ordre public relatif. Il y a là déjà un renversement extraordinaire de ce qu'on appelle la pyramide des normes de Kelsen. La hiérarchie des normes voudrait qu'une norme inférieure respecte une norme supérieure. En droit du travail, ce n'est pas le cas. Une norme inférieure peut contredire une norme supérieure dès l'instant qu'elle améliore le sort du salarié. C'est ce qui explique que le droit du travail est une identité exaltée, parce que le but, le fondement originel, c'est la protection du salarié, qui est encore dans un rapport de dépendance par excellence, bénéficier d'une certaine protection qui ne se discute pas. Mais on peut aller ailleurs, en matière salariale. Il y a une présomption irréfragable de non-paiement. Lorsqu'un employeur paie mal, il peut être amené à payer 2 fois. Parce qu'en cas de contestation, s'il n'a pas de bulletin de paie, s'il n'y a pas de registre de paiement, s'il n'y a pas d'opération de virement, on présume de façon irréfragable. Ça veut dire qu'on n'accepte pas qu'il puisse dire qu'il a payé. Même s'il a payé. Celui qui paie mal paie 2 fois. Présomption irréfragable de non-paiement. Mais si on va aussi dans le droit commun des obligations. Lorsqu'un salarié accepte sans réserve ni protestation le bulletin de paie, ça ne l'empêche pas de venir contester. Il accepte, il ne dit aucune réserve. Il ne s'oppose pas. Ça ne signifie pas que son silence vaut qu'il a renoncé à ses droits. Demain, 1 an, 2 ans plus tard, il peut contester que ce qu'il avait accepté est contestable. Et puis il y a la fameuse mention solde de tout qui est inopposable. Il signe, je le connais, salarié, qu'on m'a tout payé. Demain, il vient contester. La loi dit c'est possible. Ça lui est inopposable. La mention solde de tout. Donc, il y a là, au niveau individuel déjà, tout un ensemble de faisceaux qui attestent de la réalité de la protection des salariés. Mais il y a aussi la promotion des droits et libertés fondamentaux, les droits collectifs, liberté matrimoniale, liberté d'expression. Mais prenons l'exemple plus concret des délégués du personnel. La loi dit, pour licencier un délégué, il faut une autorisation. Le juge ajoute, on ne peut pas rompre le contrat du délégué par une autre voie. On ne peut que le licencier, on ne peut pas, par exemple, intenter une action à résiliation. La loi n'a jamais dit ça. La loi dit pour licencier, il faut une autorisation, mais la loi n'a jamais dit au juge que même pour autre voie de rupture, on l'interdit. Et le juge l'a dit. Donc le délégué du personnel est légalement protégé, jurisprudenciellement aussi, il est protégé. Il y a exaltation à travers les textes de loi qui prouvent incontestablement que les salariés sont protégés. Mais le droit du travail, c'est pas seulement ça. Sinon, c'est très facile, parce que le droit du travail est un droit contingent qui s'adapte aux faits. Il y a un aspect économique dans le droit du travail. Sinon, ça aurait été très facile. C'est pourquoi je crois qu'il faut aujourd'hui, il y a de cela 40 ans, quand je commençais à faire le droit du travail, j'ai fait ma thèse en 89 sur les justices de l'entreprise et de l'emploi. Et j'affirmais à le goût de l'aider, le droit du travail, c'est un droit partisan, protecteur, etc. Et j'ai contesté. J'avais même écrit dans les relations sociales, votre revue d'Yacouba, le contrat de travail a duré déterminer demain l'emploi. À l'époque, la CNT, Stéphane Diop m'avait opéré une place parce qu'elle n'acceptait pas ce que je disais. Mais c'est pour dire aujourd'hui que le droit du travail ne peut pas avoir uniquement une identité exaltée. Il faut réajuster cette affirmation. On peut trouver ce réajustement nécessaire de 2 manières. Il y a d'abord ce qu'on appelle le réajustement institutionnel. C'est le fait de la loi et du juge. Je prends d'abord la loi, le fait.
de la loi. Comment la loi est parvenue à montrer aux salariés et à tous les autres que le droit du travail, c'est pas seulement le droit des salariés. On va au plus haut niveau, la Constitution, article 25. Le droit de grève est régi par les lois qui le régissent, est normé par les règles qui le régissent. En aucun cas, il ne peut porter atteinte à la liberté de travail ni mettre en péril l'entreprise. Pour la première fois, de façon constitutionnelle, on affirme que le droit de grève peut être neutralisé par la cellule de l'entreprise. Donc l'État est conscient que l'entreprise est dans le droit du travail qu'il faut la protéger. Parce qu'en réalité, pour protéger l'emploi, il y a une vérité de l'expérience. On ne peut protéger l'emploi que lorsqu'on protège l'entreprise, parce que c'est celle-ci qui produit celui-là. Sans entreprise, il n'y a pas d'emploi. Ce qui explique qu'il y ait une autre tournure, une autre perception de voir le droit du travail. Le droit du travail n'est pas seulement un droit en faveur des salariés, il tient compte aussi de l'intérêt de l'entreprise qui transcende l'intérêt de tout le monde. Exemple, ce n'est pas arrivé à bénédiction comme ça. Il y a eu tout un processus. Au Sénégal, on peut considérer la loi de 89 qui modifie le code des investissements en établissant que désormais toutes les entreprises installées dans la zone franche bénéficient de dérogation pour simplifier le droit du travail. 82. En 94, modification du code du travail, on fait sauter l'autorisation administrative du licenciement. On allège. Troisième hypothèse, 1997, le code actuel qui allège à suffisance pour tenir compte de la réalité de l'intérêt de l'entreprise, la manière dont on va licencier, parce qu'il y a une distanciation entre le fond et la forme. Aujourd'hui, avant, lorsque l'employeur omettait d'indiquer le motif, on considérait que le licenciement est abusif. Aujourd'hui, peu importe ce qu'il cela, le licenciement n'est pas abusif parce qu'on n'a pas observé les formes de licenciement. Mais il y a aussi le fait qu'il y a de nouvelles formes d'organisation du travail, comme dirait Desmodiaux tout à l'heure. De plus en plus, il y a le travail à temps partiel, il y a le travail à mi-temps, il y a les horaires individualisés de travail, il y a la réglementation du travail intérimaire. Tout ça, c'est pour assurer la souplesse de l'activité de l'entreprise. Donc, le fait de la loi est là, il est manifeste. La loi prend en compte les considérations relatives à la rentabilité, mais aussi il y a le fait des juges. Il y a le fait des juges parce que les juges, bien avant, je crois que, dans notre cas, je crois qu'il y a un auteur qui a été condamné à des millions. Le juge a estimé que si on condamnait l'entreprise à payer 10 millions, l'entreprise disparaît. Donc lui, il décide souverainement le juge de diminuer le montant de la chaîne. C'est le juge qui dira, parce qu'il tient compte de la sécurité de l'entreprise. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose parce que le juge aussi peut parfois utiliser un argument qui ne me convainc pas du tout. C'est de considérer que toute faute justifie une licenciement. En 2024, la jurisprudence sénégalaise continue à dire que toute faute, même la plus vénielle, peut être une licenciement. Et c'est le juge qui le dit. C'est la Cour suprême qui confirme ça. Mais c'est inadmissible. Celui qui a 2 minutes de retard, on le licencie. Même s'il a fait 14 ans de service. On dit la faute la plus simple. C'est le fait de le dire. Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Mais le simple fait que la Cour suprême ose dire que la faute la plus simple pour entrer le licenciement pose problème. Parce qu'il y a un problème de proportionnalité qui se pose. Pourquoi il y a eu une gradation des sanctions? Pourquoi il y a licenciement? Il y a blâme, il y a avertissement? Ça sert à quoi? C'est pour tenir compte de la gravité des fautes. Mais dans le cadre de rendre plus souple les règles du travail qui sont considérées comme contraignantes, il faut demander à l'accueil. ça, c'est l'ajustement institutionnel. Le fait de la loi, le fait du juge. Mais il y a un ajustement final, c'est l'ajustement d'ordre managérial, celui qui est initié par l'employeur. Il utilise diverses clauses. On connaît les clauses de non-concurrence, on connaît les clauses de mobilité, aujourd'hui c'est les clauses d'objectif, les clauses de rentabilité, les clauses de performance, les clauses de résultat. Parce que l'employeur, ce qui l'intéresse, comme l'a dit Cheikh Lam tout à l'heure, c'est la rentabilité de ton entreprise. Il y a toutes ces causes qu'on vérifie. On les vérifie certes, mais ça existe. L'employeur fait preuve d'acte managérial en initiant de faire vérifier. Mais il y a aussi ce qui est blâmable et condamnable, c'est le recours excessif au contrat de prestation de service.
les faux indépendants qui sont en réalité de vrais salariés. Mais tout ça, ça prouve encore à suffisance que le droit du travail tient à la fois aussi bien compte de l'intérêt des salariés que de l'intérêt de l'entreprise. Alors que conclure, en définitive, le droit du travail est un droit ambivalent. Il est contingent. C'est aussi un droit de la personne parce qu'on tient compte que de la personne qui fait au travail. C'est tout cela, et c'est sous ce regard qu'il faut désormais regarder le droit du travail et non pas sous un regard quelque peu mitigé, passant le salarié au-dessus de tout le monde. En réalité, le salarié n'existe que parce que l'entreprise existe. Je vous remercie. Me frustrer, j'ai préféré ignorer les premiers moments de notre rencontre, quoique ces derniers aient fini par rendre intemporelles nos relations. Mais je voudrais ici apporter à la suite des autres un témoignage qui cède aux élans du cœur comme aux exigences de la reconnaissance. J'aimerais m'astreindre à ce devoir en étant peu disert, car Diakhoumpa est un homme pluriel, donc singulier, curieux de tout, grand lecteur, homme de culture, généreux et amical. En raison de tout cela, il ne peut s'agir que d'une simple esquisse. Il me suffira alors de ne retenir que deux aspects de celui à qui c'est sauvagement rendu. Il y a chez l'homme et l'ami de profondes qualités de cœur qui le rendent toujours disponible pour un service, un soutien ou un conseil. Il s'est toujours présenté sous un abord simple et agréable, d'un caractère avenant et d'une affabilité naturelle dans la vie quotidienne de ses relations interpersonnelles. Mais ce qui ressort aussi de sa personne, c'est son exquise urbanité, appréciant l'humeur autant qu'il le pratique. Ces qualités lui ont valu naturellement la confiance de ses pairs pour assurer la présidence de l'amicale des inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale, celle des brevetés de l'ENAM. Mais M. Diakhoumpa est aussi un itinérant du savoir. Son parcours professionnel en illustration topique. Je croyais le connaître suffisamment, mais l'exercice qu'il m'a imposé a eu au moins l'avantage de me faire découvrir que j'ai côtoyé à mon insu ce que j'ai toujours cherché en vain, la paix de l'esprit. Diakhoumpa a été à ses débuts directeur d'école primaire, certainement comme on en trouve de moins en moins, celui qui éduque tout en châtiant, qui instruit sans appeler et qui finit toujours par faire retenir à l'apprenant l'avantage qu'apporte une formation aboutie. Il fut par la suite chargé de cours dans un SEM de Bambey. C'est sans aucun doute cette volonté de servir au plus près de lui qui lui a permis d'ouvrir d'autres horizons qui dévoilent dans toute leur ampleur ce qu'un esprit bien construit peut être amené à réaliser jusqu'à servir de référent dédié pour des générations actuelles et futures. M. Diakhoumpa est passé presque partout au relais, à l'école normale supérieure, à la faculté des lettres, à la faculté de droit, à l'ENAM. Il a pu ainsi réunir dans un condensé fortement enrichi tout un capital d'expérience et de science qu'il a partagé dans la même mesure avec tous ceux qui l'ont approché. Le savoir est beau, le savoir solitaire et inutile. Or, Diakhoumpa partage son savoir. Sa formation d'inspecteur du travail l'a amené à exercer presque dans tous les secteurs où les relations professionnelles pouvaient être mises en perspective. Inspecteur régional du travail, DRH UCAD, DRH CCBM, DRH SCBS, membre du comité d'experts du CES, conseiller spécial du président du même organe, directeur de cabinet 2 fois, ministère de l'urbanisme, ministère de la pêche, gérant du cabinet social manager de service, assesseur au tribunal du travail, membre du conseil consultatif national du travail et de la sécurité sociale. On peut même dire que jusqu'à présent, il semble éprouver du mal à se départir de ce manteau initiatique. Tout au contraire, laisse croire qu'il s'y est incorporé, même après avoir quitté l'administration. Il s'est en effet retrouvé une double posture, en concomitance ou en alternance, de formateur et de consultant, à la notoriété et à l'autorité avérée, en y mettant toujours la même passion, la même foi. Consultant à ses heures de grâce, enseignant, formateur à chaque instant. Diakhoumpa reste pour beaucoup un maître, à preuve les nombreux témoignages que ses anciens étudiants exprimant leur gratitude à un enseignant qui les aura si fortement marqués. Diakhoumpa est régulièrement sollicité par toutes les structures de la place, à l'une ou à l'autre de ses qualités, sur une diversité de thèmes relatifs au droit du travail, au droit de la sécurité sociale, au droit de la fonction publique,
aux ressources humaines, au droit au wada, en légistique, c'est-à-dire la science de l'écriture des textes de loi. Et je signale qu'il a parfois la générosité de m'y associer. Je me suis laissé aussi dire que Diakhoumpa vit pleinement son cours. Il s'implique dans la totalité de sa puissance intellectuelle. Il n'est pas exagéré de penser qu'il se considère comme un missionnaire de la bonne parole, celle qui éclaire et qui libère. Le langage de Diakhoumpa est châtié, sans être pédant, clair et accessible, car son esprit est sans détour. M. Diakhoumpa conçoit sa charge comme un véritable sacerdoce. Ce que peut dire Diakhoumpa n'est jamais banal. J'ai encore eu dire que ces leçons restent un régal, tant elles sont instructives, fruits d'un esprit jamais au repos. Parallèlement, il encadre des étudiants en Master 2 et participe à la soutenance de mémoire. Il est par ailleurs un érudit. Faut-il signaler qu'il s'essaie depuis hier au roman La bombe africaine, avec une fluidité imaginative qui lui a permis déjà d'envisager une deuxième publication en cours d'édition, brillamment un concurrent à Paris. Mais c'est dans sa discipline de cœur et des raisons qu'il est le plus prolifique. Il a écrit au moins une cinquantaine d'articles et fait autant de communications dans divers colloques et séminaires. Il est l'auteur d'ouvrages devenus classiques pour tous ceux qui s'intéressent à la pratique du droit social, la sécurité sociale des fonctionnaires, droit appliqué du travail, le statut juridique de l'enseignant du privé, manuel pratique droit appliqué au travail, guide pratique du demandeur d'emploi, droit social appliqué à la GRH, droit social et GRH, la convention collective des industries hôtelières du Sénégal ou droit des obligations des travailleurs de l'hôtellerie. Il enseigne ou a enseigné à la faculté de droit de Dakar, à l'ESP, au CESAC, à Ampateba, à l'université de Bambaye, etc. J'avoue qu'il m'arrive parfois d'éprouver de légers regrets ou envie, faute de n'avoir pas eu l'opportunité d'avoir été son disciple. Je me résigne à me compter parmi ses connaissances amis. Tel est, mesdames, messieurs, l'homme et le maître pour certains que nous célébrons aujourd'hui. C'est une place qui n'est point usurpée. Elle est à la dimension de ses vertus et de son talent. Il est heureux qu'on ait pu l'honorer de son vivant, un monsieur d'une telle envergure morale et intellectuelle. Et comme il se doit, on peut dire que l'œuvre s'est déjà détachée de son auteur. Elle est devenue la propriété partagée de tout ce qui s'y réfère. C'est le rayonnement d'un esprit, voire d'une vie, que l'on protège ainsi.